Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission qui reçoit pour vous Maître Raphaël Kasongo. Qui est-il? Que fait-il? Et quelles sont ses ambitions? Vous aurez des réponses à toutes ces questions au cours de cette émission. Merci de rester branché. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, merci la toute première... la bienvenue. Ok. La toute première des questions que se posent ceux qui nous suivent, c'est celle de savoir qui est Maître Raphaël Kasongo. Je suis congolais, de père et de mère, né à Kolwezi, une certaine année, d'un certain mois. J'ai fait mes études primaires dans des bonnes écoles, les écoles Djekamine. Ceux qui connaissent bien Kolwezi, j'ai étudié à l'EP Masséga. Masséga 1, c'est une école Djekamine. Quand j'ai fini là-bas, je suis allé au collège Jean 23, on appelle Institut de Lualaba. De là, j'ai quitté, je suis venu à Kinshasa où j'ai terminé la 6e et je suis allé à l'université de Kinshasa. Bon, les humanités, j'ai fait les humanités pédagogiques. Après cela, je suis allé à l'université de Kinshasa où j'ai fait le droit, option droit économique et social à l'UNIKI. Donc je suis avocat depuis 2009 au barreau de Kinshasa-Gombe. Voilà, c'est tout ce que je fais. Alors, en dehors de votre profession d'avocat, qu'est-ce que vous faites encore dans la vie sociale, par exemple? Oui, dans la vie sociale, je vous ai dit, je suis avocat d'affaires, ça c'est de un. De deux, je suis dans les activités des organisations non gouvernementales. Entre autres, j'ai ma fondation, dénommée fondation, dénommée, je veux dire, Compassion pour l'humanité. En dehors de ça, je suis aussi un homme politique. Je suis cadre à l'UDPS, vice-président cellulaire au niveau de la cellule sans fil 2 et candidat en même temps à député provincial pour le compte d'un des alliés de l'UDPS, le RDT MTV, au niveau de Massine. On va parler de la politique dans les vifs de notre débat. Alors, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de votre fondation. Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de cette fondation? La fondation est dénommée Compassion pour l'humanité, CH aussi. Elle consiste à venir en aide aux personnes vulnérables, aux personnes désavantagées par la société, aux jeunes gens qui sont désœuvrés. On les amène à apprendre un métier, en les envoyant dans les structures de formation, à remettre sur le chemin de la vie professionnelle les filles mères. Par exemple, nous en avons très nombreuses ici à Kinshasa. Nous assistons parfois les veuves qui n'ont pas de moyens. Nous leur donnons le fonds pour, par exemple, un petit commerce comme la vente de pain et ainsi de suite. Nous leur donnons aussi quand nous pouvons. Par exemple, nous leur donnons des pagnes quand, par exemple, nous arrivons à une période comme la journée des femmes. Nous pensons à ces mamans-là. Nous allons dans les orphelinats donner ce que nous pouvons. Et bref, nous voulons aider les gens à réintégrer la vie sociale, la vie professionnelle, les gens qui sont désavantagés par les circonstances de la vie. Il y a beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas étudié, mais ils peuvent apprendre un métier. Par le biais de l'ONG, de notre fondation, ils parviennent à recouvrer la vie sociale et à faire quelque chose, à être utile à la société et à subvenir évidemment à leurs besoins éventuellement. C'est donc dans tous ces péripéties et devant toutes ces réalités auxquelles nous sommes confrontés,
Et bref, nous aidons les vulnérables, nous aidons les désavantagés de la société, nous aidons toutes les personnes qui ont besoin d'être aidées à pouvoir se retrouver dans la vie sociale. Ça fait combien de temps depuis que vous avez créé cette fondation? La fondation, je l'ai créée depuis 2011, que je sache. Évidemment, les papiers, on les a eus plus tard après, hein, parce que vous savez, au pays, il faut toujours beaucoup de formalités. Mais à ce jour, nous sommes déjà en ordre avec le ministère de la Justice. Nous avons notre numéro F92 jusque-là. Et nous poursuivons jusqu'à obtenir, avec le temps, la personnalité civile. Alors, aujourd'hui, en RDC, la création de partis, des organisations non gouvernementales et des associations sans but lucratif sont une stratégie, ou plutôt est une stratégie de gens qui ont des ambitions politiques. N'est-ce pas pour ça que vous avez créé et finalement pour vous déverser dans la politique et que ces gens-là deviennent automatiquement vos électeurs? C'est pas une stratégie? Écoutez, faire la politique, il n'est interdit à personne de la faire. Mais bon, je rappelle aussi que l'émission est bilingue. Hein. Vous pouvez aussi parler en lingala pour permettre à tout le monde de bien nous comprendre. Je vais dire ceci d'abord. Faire la politique, il n'est interdit à personne. C'est le droit de tout Congolais libre de ses mouvements et de ses pensées de pouvoir se livrer à la politique. Donc, tous ceux qui font la politique n'ont pas commencé par les ONG ou par les fondations. Donc, c'est un argument qui ne tient pas debout. Donc, l'ONG, la fondation, je l'ai faite parce que j'ai un apostolat de servir le peuple, de servir mes semblables. J'ai du mal à voir les gens souffrir. Ah, c'est vraiment à moi. Vous verrez même la devise de notre fondation, c'est « Vivre pour les autres ». Donc, nous dépensons notre argent. C'est depuis 2011 qu'on a commencé à faire ça, mais la politique, là, a commencé il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. Tous ceux qui font la politique ne passent pas nécessairement par une fondation ou par une ONG. Et moi, personnellement, c'est un apostolat. J'aime servir, j'aime rendre la vie de quelqu'un d'autre légère. J'aime rendre léger le fardeau de quelqu'un. À quel moment et comment est née en vous l'envie de faire la politique? La politique est un moyen par lequel votre voix peut porter hautement. Nous sommes en Afrique, c'est un peu le système qu'il y a ici, en Afrique. Les acteurs politiques, leur voix est plus suivie, plus suivie que tous les autres. Parce qu'en faisant la politique, vous avez l'occasion d'accéder au poste de commandement et étant décideur, on peut faire changer les choses. C'est sous cet aspect-là que j'estime que la politique peut me servir pour atteindre certains objectifs qui mijotent en moi. Alors, on peut parler de votre candidature. Vous avez dit que vous êtes candidat député provincial ou national? Pour les comptes de quel parti déjà? Provincial, nous sommes dans le MTV, qui est dans le RDT, un allié de l'UDPS. Ok. Dans quelle circonscription? De Massina ici. Massina. Vous connaissez le nombre de candidats qui ont déposé leur candidature ou qui ont été même retenus par la CENI? Et parmi ces candidats, il y en a ceux que nous appelons de poids lourds, ceux qui ont déjà fait de non. Et n'avez-vous pas peur de tous ces poids lourds contre lesquels vous allez vous affronter? Vous voyez, au Congo, on définit mal les concepts. Poids lourd, ça veut dire quoi? Ah, monsieur, parce qu'il a dévancé les autres, il devient poids lourd. Mais quel est le résultat de ces poids lourds dont vous parlez? Personne ne peut m'effrayer à ce stade. Moi, j'ai un discours. J'ai un discours, j'ai une vision et je le fais déjà avec mes propres moyens. Déjà, il y a des gens qui trouvent la vie légère à cause des efforts que nous fournissons. Et donc, devant une vision, devant une détermination, aucun concept du genre poids lourd ne peut nous faire peur. Et si jamais
les choses n'allaient pas en votre faveur, quel sera peut-être Je continue avec mon combat parce que j'ai toujours cru que ce Congo ne peut être changé, transformé que par les Congolais eux-mêmes. Okay. En 2016, pendant que nous étions dans l'ancien régime, moi je suis passé à la télé pour dire, c'était à la RTGA, qu'il n'y a que les Congolais qui changeront ce pays. On ne doit pas nous faire croire que c'est quelqu'un d'autre qui viendra transformer notre pays. Moi, j'étais de ceux-là qui s'opposaient aux propos comme Mbokao et Bongate. Je ne crois pas que les gens doivent peuvent raisonner de la sorte. La volonté, il y a beaucoup de gens, des vrais Congolais, des patriotes qui ont la volonté de changer les choses. Les gens qui sont droits, intègres, qui voient les choses de manière positive. Nous apprécions notre président de la République. Son arrivée a amené quand même une certaine façon de voir les choses, que le Congo, on peut aussi faire un pas quelque part. Et des gens qui réfléchissent comme lui, il y en a. Nombreux sont étouffés. Parfois, ce sont des brouillards qui passent devant et qui amènent trop de confusion. Mais il y a des gens honnêtes, des gens intègres, des gens sincères, des gens intelligents, qui, dans n'importe quel domaine où on peut le placer, ils peuvent faire avancer ce pays, ne serait-ce que d'un pas. Et je ne veux pas prétendre beaucoup de choses. Je crois que je fais partie de cette petite minorité qui pense autrement pour faire évoluer ce pays. Quelles sont les valeurs que vous défendez? Les valeurs sont les suivantes. L'intégrité, l'honnêteté, la bonne morale, le civisme, je veux parler aussi du civisme, le patriotisme, l'amour de l'autre pour un partage équilibré, pour une bonne redistribution des revenus nationaux. Parce que le problème qu'il y a dans la société, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne redistribution des revenus nationaux. Il y a des gros écarts. Vous voyez un monsieur, il vient, je ne sais pas d'où, on le met ministre, tout de suite il a des immeubles. C'est pas normal. Mais monsieur de votre camp, bien sûr. Mais je ne viens pas justifier les médiocrités ici, moi. Okay. Moi, je n'ai pas en moi les racines de médiocrité. La médiocrité, d'où qu'elle vienne, j'aime la reléguer au loin. Et donc, lorsque vous avez des gens qui ne jurent que par la richesse, ce n'est pas une valeur. La valeur, les valeurs sont d'abord immatérielles. Les vraies valeurs sont d'abord immatérielles. C'est dans la tête. L'intégrité, la sincérité, l'honnêteté. L'argent de l'État n'est pas l'argent pour vous servir individuellement. Moi, par exemple, si je suis placé ministre de la Justice, moi, je vais plaider pour des lois, la réformation des lois, comme les lois pénales. Vous détournez l'argent de l'État, on va vous pendre. La pendaison. Mais je vous crois chrétien, Oui. tuer n'est pas un péché pour vous? Non, non, l'État, Dieu lui accorde les atouts. L'État sur la terre lui accorde les atouts de pouvoir réglementer la vie dans la société. Jésus lui-même avait dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, rendez à César ce qui est à César. Alors, votre parti, votre camp, qui est l'UDPS, bien sûr, défend l'état de droit. Alors, qui dit état de droit, on voit le respect de droits des humains et tout, le droit à la vie, etc. Tantôt, vous venez de faire allusion à la pendaison et tout. Alors que il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années d'ailleurs, par rapport au phénomène qui a fait beaucoup de victimes d'ailleurs, les phénomènes Kuluna, quand on les a arrêtés, il y a eu des associations de droits de l'homme qui font du bruit et tout, qui sont contre tout ça. Et quelle sera votre place, quelle sera la place de ces associations qui militent
pour les droits humains, une fois que peut-être, par exemple, vous avez une portion d'autorité? Les droits humains, je me demande, hein, dans tous ces États-là qui nous font trop de bruit sur les droits humains, je ne sais pas s'il y a aussi des ONG comme ça qui font trop de bruit. Les droits humains, un État de droit reconnaît les droits humains. Comprenez? Okay. La Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle nous avions ratifié aussi, fait partie intégrante des valeurs de notre pays. Et quand vous lisez dans les préambules et tous les autres chapitres qui parlent sur les droits humains et les libertés publiques, la Constitution congolaise reconnaît cela. Mais la loi, c'est un contrat social. La Constitution, c'est un contrat social auquel tous les Congolais adhèrent pour faire marcher la société. C'est-à-dire, il y a des lois. Les lois pénales ont été dictées pour qu'il n'y ait pas de dérive, pour qu'il n'y ait pas de déviation. Lorsque vous avez des déviations qui risquent même de mettre à mal l'existence de l'État, les lois de répression doivent être là. Et aujourd'hui, le Congo tarde à décoller à cause des détourneurs des fonds publics. Donc, il tue notre société. Nous devenions fragiles, nous pleurons même devant des petites rébellions M23 et autres. Parce que si nous étions assez forts sur le plan financier, un grand budget, on mettrait en difficulté toutes ces petites guérillas à gauche, à droite. Et ce que je voudrais dire, c'est que les lois pénales font partie intégrante des lois qui constituent la marche, qui contribuent, je veux dire, à la marche d'un État et d'une société. Lorsque dans une loi pénale, on prévoit que telle infraction mérite telle peine, on n'a pas piétiné le droit de l'homme. Mesdames et messieurs, nous recevons Maître Raphaël Kasongo. Comprenez, c'est un avocat, quoi de plus normal, hein, qu'il fasse allusion à tout ce qu'il est en train de nous parler. Alors, Maître, parlons un peu du bilan du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À votre avis, il est positif? Il est largement positif? Il est moyen? À vous. Sans fanatisme, je puis dire, lui donner une certaine cote positive. En ce sens que l'avènement de l'alternance a décrispé beaucoup de choses sur le plan politique et social. En ce sens que c'est la première alternance démocratique que nous avons connue. Donc, un nouveau chef de l'État a accédé au pouvoir par la volonté du peuple, par les élections. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui a tiré sa force d'un coup d'État ou d'une certaine imposition dictatoriale. Ça, c'est d'une part. D'autre part, étant au pouvoir, il a institué, par exemple, la gratuité de l'enseignement, qui a beaucoup de choses qui doivent être revues dans le sens de l'améliorer, mais au moins, ça a donné l'occasion à ceux qui n'avaient pas la chance de connaître l'alphabet, de connaître l'enseignement, les enseignements élémentaires, de pouvoir accéder à ces enseignements-là. Et donc ça, c'est un point positif. Ça va réduire à coup sûr le nombre de Kuluna avec le temps. Et ce que nous allons demander, c'est qu'on améliore l'enseignement. Qu'au ministère de l'EPST, qu'on ne voit pas seulement s'écoper l'argent et tout, qu'on puisse réformer même le système de l'enseignement. Qu'on puisse réformer les cours comme le civisme. Ça doit être des cours à haute pondération, pour que les enfants, dès le bas âge, comprennent qu'est-ce le patriotisme, qu'ils doivent se comporter face même à la mort pour défendre
les valeurs civiques et le patriotisme. Il y a la gratuité, qui est une très bonne chose. Ça, c'est à mettre sur le compte du chef de l'État parce que c'est une disposition constitutionnelle qui n'a jamais été appliquée. Et les articles, je crois, 41 à 43, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse pas. Il a mis ce qu'on appelle le projet des 145 territoires. 145 territoires. Non, ça c'est un grand projet. Nous avons des échos. Il y a des amis qui sont venus de coins comme Féchi là. Chez moi dans le Congo? Oui, oui. Non, je ne pense pas parce que moi je suis de là. Peut-être d'un autre point parce que Féchi dans le Congo, en tout cas, je ne vois rien de ce grand projet, de ce programme, hein, en tout cas. Peut-être ailleurs. Oui, ça doit être dans les Bandundu. Peut-être que j'ai confondu le nom. Il y a des amis qui sont venus et disent, mais les villageois n'ont jamais vu des bâtiments être construits en durable. Mais non, les bâtiments en durable existaient déjà, depuis le régime passé. Il ne faut pas confondre. Il y a des coins qui avaient des huttes. Il y a des enfants qui étaient en train d'étudier à même le sol avec des huttes. Et cette fois-ci, pour ceux-là, ils ont vu des constructions en matériaux durables. Et ces gens-là, vous n'allez pas leur dire que le chef de l'État n'a rien foutu. C'est un avantage. J'ai un autre ami qui était venu de l'Équateur. Il dit, dans un coin très reculé, il n'y avait pas de bâtiments durables, des écoles. On est en train de construire. Ce sont des gens qui ne pensaient pas voir cela. Ce grand projet, il est très grand et bon. Il faut qu'il y ait un suivi afin que tout ce qui a été prévu soit réalisé. C'est ce qui va désenclaver certains coins. C'est ce qui va remettre à niveau certains milieux qui étaient presque restés primitifs. Et ça va, à la longue, amener le développement. Et donc, je crois que c'est un grand projet. L'histoire ici de redynamiser les activités de... Comment on appelle les activités de... Comment on appelle de l'inspection générale des finances. l'IGF. Avec sa patrouille financière, d'un contrôle concomitant, a posteriori, ainsi de suite. Ça a mené quand même une certaine crainte dans le ventre des détourneurs habituels et le budget a été quand même augmenté. Et si on continue comme ça et on rend les choses encore plus dures sur d'autres plans, je crois qu'on pourra atteindre 100 milliards de dollars l'année au Congo et c'est possible. Parce que notre pays, c'est une mine d'or. Et les idées qu'a le chef de l'État sont telles que si on le soutient et on essaie de marcher dans sa voie, on pourra arriver à rehausser le niveau de vie du Congo et être dans les concerts des nations, compter parmi les pays émergents. Donc ce sont là les quelques éléments que je pouvais citer pour montrer que son bilan est quand même positif par rapport au passé. Beaucoup reste à faire et nous demandons à ce qu'au niveau de ceux qui contribuent, de ceux qui aident le chef de l'État à faire des choix sur les personnalités à nommer, qu'on fasse des choix minutieux. Il y a des vrais et des bons Congolais capables de faire un très bon travail qui sera vu parmi tous comme étant un excellent travail, des gens intègres, des gens intelligents. On ne ramasse pas les gens par des connaissances ou par favoritisme. On puisse plus travailler sur ce plan. Parce que tu verras que le chef d'État a beaucoup plus de bonnes idées, mais parfois il y a certaines personnes qui n'aident pas à réaliser ces objectifs-là. Certains pensent que le chef d'État est un peu complaisant vis-à-vis de ses collaborateurs. Est-ce que partagez-vous cet avis? Au regard en fait, je ne cite pas les noms, il y a des gens connus, on a vu des gens être jugés ici, condamnés pour des faits de détournement et qui finalement ont été relâchés et qui sont même aux affaires. Écoutez, ce n'est pas le chef de l'État qui juge.
Il n'est pas le tribunal. Moi, je suis avocat. Lorsque le tribunal décide que tel n'est pas fautif, il est disculpé. Que voulez-vous que le chef de l'État fasse? Ce n'est pas lui qui juge, c'est les juges. Et il a toujours crié chaque jour que la justice doit faire son travail. Si pour la justice, ils estiment que bon, ce monsieur-là a été justifié, il est disculpé, vous voulez mettre ça sur les autres chefs de l'État? Lui qui crie haut et fort que la justice fasse son travail. Non, sur ce plan-là, je crois que ça ne lui incombe pas. Alors, maître, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Je voudrais juste poser l'avant-dernière question, de savoir comment voyez-vous l'avenir de notre pays, la RDC? Le Congo, c'est une mine d'or. Aussi longtemps qu'il y aura des gens vivant comme nous, qui avons encore la foi dans ce pays, la vision, nous avons l'honnêteté et l'intégrité. Si des gens comme ça, il y en a en grande quantité et qu'ils peuvent accéder au pouvoir, le Congo, son avenir est radieux. Les gens de partout se précipiteront au portillon de nos ambassades pour trouver, comment on appelle, des visas pour le Congo. Ça, c'est une mine d'or. N'enviez pas aller à l'étranger. Concentrons-nous, travaillons pour ce pays. C'est un pays exceptionnel. Okay. C'est un pays, c'est une mine d'or. C'est un paradis terrestre, comme on disait. C'est là où coule le lait et le miel. Alors, pour boucler cette émission, vous avez un message à lancer, je ne sais pas, Si à la population, message, je vais lancer à mes électeurs. Exact. Oui, je lance un appel à mes électeurs. Bientôt, nous aurons les élections dans presque 3 semaines. Moi, j'ai porté ma candidature aux élections provinciales pour être député, votre député provincial à Massina. Je voudrais amener la modernisation de Massina par le combat que je vais mener au niveau du Parlement provincial. Je voudrais que les routes de Massina aient des caniveaux. J'aimerais que les routes de Massina soient au moins asphaltées pour chaque quartier, qu'on ait même une route asphaltée. J'aimerais qu'il y ait un vrai projet. Moi, j'en ai. Je vais faire passer des lois dans ce sens pour l'environnement où nous vivons. Les décharges publiques, les déchets, les poubelles, on doit avoir un vrai projet. Lorsque vous prenez des gens qui viennent parce qu'ils vous ont donné un polo, ils vous ont donné un peu d'argent, voilà les conséquences que nous avons. Nous ne savons pas là où mettre nos déchets. Moi, j'ai ce projet-là. J'ai un grand projet de loi pour l'histoire de code de la route. Comment on peut faire pour que les gens respectent la circulation routière? C'est autant de projets que j'ai qui peuvent faire que Massina et toute la ville de Kinshasa rayonnent comme étant la capitale de notre pays. Nous sommes un grand pays. Nous devons avoir des hommes qui ont un esprit grand, qui voient grand, pas des personnes qui courent derrière l'argent. L'argent n'a plus de fin. Vous en aurez aujourd'hui, vous en aurez encore besoin demain. Mais la meilleure des choses, c'est rendre la vie meilleure à tout le monde. Et nous avons ce projet dans nos cœurs et nous voudrions que vous nous fassiez confiance lors des élections qui arrivent d'ici le 20 novembre en tant que votre candidat député provincial, Raphaël Kasongo Kayembe. Je vous demande de me faire confiance et vous ne serez pas déçus. Et voilà, mesdames et messieurs, par ce mot de maître Raphaël Kasongo, qui était notre invité, que nous mettons un terme à notre numéro. Merci maître d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et merci également à vous qui nous avez suivis. Je dis aussi merci à Mardoché qui était derrière la caméra. On se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro et avec le même plaisir. Au revoir.